Donc effectivement, voilà, il y a juste hop. Donc merci. Donc je vais effectivement me présenter et puis ben, vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec toutes ces huiles essentielles. Donc on va voir aujourd'hui aussi tout ce qui est précaution d'utilisation et les contre-indications, comment utiliser les huiles essentielles, et puis je vous donnerai quelques petites pistes pour savoir par où commencer. Alors juste en préalable, ce qui serait sympa, c'est que si vous n'avez pas de questions à poser, vous coupiez votre micro, parce que là, moi, j'entends pas mal de choses. Ou alors, je ne sais pas si Agathe, tu as la possibilité De couper tous les couper. micros, ouais. Ouais, Ça, je peux le très faire. bien, Et ce du serait coup, moi, mieux. j'ai aussi juste oublié de préciser quelque chose à chacun. C'est que enfin, je donnerai votre adresse mail à Anne-Lise qui envoie 2 à 3 newsletters par an. Si vous y êtes opposé, merci de me l'indiquer. Me l'indiquer enfin, à l'issue de la conférence. Voilà. Ou de me le mettre dans le chat de la conversation là maintenant. Ça me permettra d'en prendre note. Voilà. Bon, les formalités étant faites, on peut donc démarrer. On démarre. Allez, c'est parti. Donc, rapidement, je me présente. Donc, j'ai 46 ans. Donc, je suis effectivement ingénieure HEI, 1998. Donc, j'ai travaillé pendant 8 ans dans l'industrie, surtout côté assurance qualité et supply chain. Suite à cette première expérience professionnelle, j'ai fait une première reconversion puisque j'ai fait un master spécialisé d'éco-conseiller en partenariat avec l'INSA Strasbourg et l'Institut Éco-Conseil. Et donc, j'ai travaillé pendant 10 ans dans un bureau d'études, un petit bureau d'études de quelques personnes en Alsace, de conseil en environnement. J'ai récemment passé un DU en micronutrition à la faculté de pharmacie de Strasbourg. Donc ça, c'est pour mon parcours universitaire et d'études. Alors, quel parcours vers la naturopathie? En fait, à titre perso, je me suis toujours intéressée vers tout ce qui est nutrition, fait maison, les méthodes naturelles pour rester en forme. J'avais vraiment envie de me professionnaliser un petit peu parce que je pratique du sport de manière assez intensive et j'avais vraiment besoin de conforter certaines croyances et puis combler certaines carences, hein. Je faisais les choses pas correctement, donc j'ai eu envie de me former, mais vraiment pour moi d'abord. Et puis en fait, pendant cette formation, ça a vraiment été une révélation. Je me suis dit, mais oui, c'est exactement ça que je veux faire. Et du coup, bah, j'ai créé, suite à ces 2 années d'études, une activité de conseil en naturopathie. Donc, ça consiste, pour ce qui me concerne, ma propre activité, surtout en nutrition, micronutrition et hygiène de vie, avec des plantes, donc des huiles essentielles dont je vais vous parler plus largement aujourd'hui. Je suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est perte de poids, mais aussi tout ce qui a trait au milieu professionnel, donc le stress et le sommeil. Bien sûr, par mon côté sportif, bah, j'accompagne pas mal de sportifs. Et puis aussi tout ce qui est digestion, allergies, les troubles métaboliques et hormonaux. Alors, comme vous le voyez, bah, j'anime des conférences ou des webinaires. Je rédige aussi des articles, soit pour des sites web, soit pour des magazines. Et puis, je fais aussi des interventions en entreprise. Alors là, ça a été un petit peu compliqué avec les conditions sanitaires, hein, donc c'était plutôt sous forme de webinaire. Mais donc, je peux aussi organiser des conférences en entreprise, des consultations sur le lieu de travail ou bien des ateliers. Petite spécificité, j'ai mon mari qui est aussi ingénieur HEI, qui s'appelle Benoît Collet, qui est donc ingénieur, mais aussi accompagnateur en montagne. Et donc, on organise des séjours ensemble, rando naturaux ou trail et naturaux ou trail and spa. Je vous invite à aller voir son site web si c'est des choses qui vous intéressent. Il organise des séjours à la fois dans les Vosges, mais aussi dans le Jura et dans les Alpes. Dernière petite chose, alors ça ne concerne pas les personnes qui sont pas en Alsace, puisque je suis basée en Alsace, mais j'organise aussi des ateliers sur les huiles essentielles, soit d'initiation, soit de perfectionnement, où là vraiment on manipule. Aujourd'hui, ça va être beaucoup de théorie et évidemment pas de manipulation, ça va être un peu compliqué à distance. Alors, vraiment en 2 mots, je vous explique simplement ce qu'est la naturopathie. Donc, la naturopathie, elle permet de prendre en compte la personne dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on ne s'attache pas uniquement à un symptôme, on va vraiment prendre du recul. On s'attache à travailler sur le terrain, c'est-à-dire les prédispositions d'une personne à développer certains types de pathologies. Et l'objectif, c'est avant tout la prévention, hein. Donc, on dit toujours qu'un naturopathe, c'est un éducateur de santé et l'objectif, c'est vraiment de prévenir pour pouvoir rester en bonne santé le plus longtemps possible.
Pour ça, on s'appuie sur 3 piliers qui sont l'alimentation, la gestion du stress et des émotions et troisième pilier, l'activité physique et les respirations. Alors, on va utiliser principalement, 3 techniques, mais vous voyez qu'il y en a, 10 au total. Donc, première technique, c'est tout ce qui est diététique, nutrition, micronutrition. Deuxième technique, évidemment, tout ce qui va mettre le corps en mouvement. Alors, on n'est pas obligé de faire du sport à outrance, hein. On peut simplement faire du jardinage ou du chant. C'est aussi un exercice physique. Et puis, troisième technique majeure, c'est tout ce qui est psychologie, hygiène neuropsychique, où là, on va avoir des techniques de relaxation, de sophrologie, les psychothérapies, relations d'aide. Alors, dans les autres techniques qui ne sont pas les techniques majeures, vous voyez qu'on retrouve pas mal de choses, dont l'utilisation des plantes et des huiles essentielles, d'où notre présence aujourd'hui. Alors, juste en quelques mots aussi, maintenant que vous avez vu ce qu'est la naturopathie, voici ce que n'est pas la naturopathie. Donc, ce n'est pas une pratique de médecine. À ce titre, on ne prescrit pas de médicaments et du coup, on parle plutôt de clients que de patients. Le naturopathe ne va jamais demander à son client d'arrêter les traitements que son médecin lui a prescrits, parce que de toute façon, tout ça n'est pas du ressort du naturopathe. Par contre, le naturopathe peut venir en accompagnement. Donc, il faut vraiment voir une complémentarité et non pas une opposition entre la médecine traditionnelle qu'on appelle allopathique et la médecine complémentaire. Alors, quand on a entendu tout ça, quelles sont les raisons ou les motivations pour consulter? Bah, évidemment, elles sont très, très nombreuses. Ça pourrait être tout simplement de retrouver sa vitalité ou de retrouver un sommeil réparateur ou la gestion du stress. On va être aussi sur des problèmes de perte de poids, de problèmes de digestion, des problèmes métaboliques ou bien tout ce qui a lieu au système ostéo-articulaire, par exemple reprendre une activité physique sans blessure, préparer un objectif sportif, solutionner des douleurs, hein, régler des blessures qui reviennent régulièrement. Et puis, ben, moi, ce que j'aime bien, c'est ce dernier objectif-là, tout simplement, garder la forme. Voilà, c'est aussi un très bon objectif de faire de la naturopathie. Voilà, vous avez vu, c'était vraiment une introduction très rapide. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet puisque ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment les huiles essentielles. Alors, je vais commencer par vous expliquer ce qu'est une huile essentielle. Alors, bon là, je donne vraiment de manière très académique une définition de la pharmacopée européenne. Un produit odorant de composition complexe obtenu à partir d'une matière première végétale, soit par entraînement à la vapeur d'eau, soit par distillation sèche, soit par un procédé mécanique approprié sans chauffage. Alors, c'est simplement, on ne va pas rentrer dans le détail de chaque élément, c'est simplement pour vous signifier que ces huiles essentielles sont inscrites à la pharmacopée européenne. Donc, ce qu'on comprend ici, c'est qu'une huile essentielle, c'est un concentré de molécules. Donc, il y a au moins dans chaque huile essentielle une centaine de molécules différentes. Donc, vous comprenez bien que, vu le nombre de molécules qu'il y a forcément de multiples indications aux huiles essentielles. Il est donc très important de bien les connaître. Comme ce sont des concentrés, alors vous allez voir, je vais répéter, répéter et re-répéter les précautions. Moi, j'adore utiliser les huiles essentielles, mais on fait très attention à n'utiliser que les huiles que l'on connaît pour l'indication que l'on connaît. Et on ne sort pas de ce cadre-là. Donc ces huiles, elles sont solubles dans l'huile, comme leur nom l'indique, mais elles peuvent aussi, pour certaines d'entre elles, être solubles dans l'eau. Et notamment, c'est le cas des agrumes, vous allez comprendre pourquoi. Alors à quoi servent en fait ces huiles essentielles, dans la nature et pour la plante? Ben, en fait, elles protègent la plante contre les prédateurs, contre les maladies, contre les températures extrêmes aussi et puis elles permettent aussi d'attirer les pollinisateurs. Donc ce sont vraiment des composés qui sont très utiles pour ces plantes. Alors, comment on fait pour obtenir ces huiles? Donc, pour l'extrême majorité des cas, on va utiliser un procédé qui s'appelle la distillation par entraînement à la vapeur d'eau. Donc, vous voyez ici que, on met donc, la partie de la plante dont on va se servir, dans un distillateur. On chauffe l'eau qui va permettre de produire de la vapeur d'eau. Du coup, en fait, la vapeur d'eau va se charger en passant à travers les plantes aromatiques d'huiles essentielles. Ensuite, on va refroidir tout cet ensemble
qui va permettre de récupérer dans l'essentiel sur votre droite à la fois la fraction huileuse qui sera l'huile essentielle, qui est plus légère, et la fraction aqueuse qui sera l'eau florale, qui elle est plus dense et qui sera récupérée au bas de l'essentiel. Donc à chaque fois qu'on fait une distillation, on peut récupérer deux phases différentes. D'une part, l'huile essentielle et d'autre part, l'eau florale. Il faut bien comprendre que les molécules seront les mêmes. Par contre, on aura quelque chose de très, très concentré au niveau de l'huile essentielle et de beaucoup moins concentré au niveau de l'eau florale. Ce qui permet de varier les utilisations. Chez les personnes à risque sensibles, on pourra plutôt utiliser l'eau florale pour ne pas prendre de risques. Par contre, bien sûr, ce sera peut-être moins efficace parce que beaucoup moins concentré. Je donnerai des exemples, hein, rassurez-vous. Alors, on a un deuxième procédé d'extraction pour tout ce qui est agrumes. Tout ce qui est agrumes, on va utiliser une technique qui s'appelle l'expression à froid. C'est simplement qu'on prend les fruits entiers ou les écorces, on les met dans une machine qui va simplement les presser très fort et on va pouvoir récupérer l'expression, hein, donc c'est vraiment l'écorce qu'on a pressée très fort, hein, qui va permettre de récupérer l'huile essentielle d'agrumes. Alors c'est un peu un abus de langage puisque c'est pas une huile essentielle, ça s'appelle une expression. En fait, cette technique-là, elle est très intéressante parce qu'elle permet de conserver certains extraits ou certains composés des huiles qui sont les coumarines. Ce sont de très importants relaxants nerveux. C'est pour ça que tout ce qui est citron, orange, mandarine, pamplemousse sont globalement toujours très calmantes. Par contre, ces composés sont aussi très photosensibilisants. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il faut faire attention et ne pas s'exposer au soleil quand on applique sur la peau des huiles essentielles d'agrumes. Voilà pour les procédés d'extraction et donc une petite présentation des huiles essentielles. Alors, avant de vraiment vous expliquer concrètement comment les utiliser, ces huiles, je vais en fait passer en revue les précautions d'utilisation et les contre-indications. Alors, je vous l'ai dit, hein, il faut vraiment utiliser les huiles que vous connaissez en connaissance de cause. Si vous ne connaissez pas, faites-vous simplement conseiller, demandez à quelqu'un qui est formé, que ce soit un pharmacien ou quelqu'un d'autre, qui pourra vous conseiller sur l'huile qui vous est la plus recommandée. Il faut savoir que pour un même problème, on va pouvoir vous conseiller plusieurs huiles différentes. Alors, première précaution, ces femmes enceintes et allaitantes, là, d'une manière générale, de toute façon, quelle que soit la plante et quelle que soit la forme galénique que l'on va utiliser, on fait toujours très attention pour les femmes enceintes et allaitantes. Deuxième précaution, chez les enfants de moins de 12 ans, parce qu'au-dessus de 12 ans, on considère que ce sont des adultes et on va pouvoir les utiliser comme chez les adultes. On va également vérifier en cas d'antécédent personnel ou familial de cancer hormonodépendant. Donc là, il y a des huiles, vous verrez, j'en parle un petit peu après, qu'il faudra vraiment éviter, en tout cas d'utiliser sur le long terme. En cas d'épilepsie et en cas d'asthme, là aussi, faire très attention. Il y a des huiles qui provoquent des crises d'épilepsie ou qui peuvent provoquer ou aggraver un asthme, donc on fait très attention. Traitement anticoagulant, pareil. Et dans une moindre mesure, quand vous avez une allergie, surtout quand elle est respiratoire, hein, une insuffisance hépatobiliaire, surtout quand on les prend par voie orale, ou une insuffisance rénale. Donc tout ça, ce sont des précautions, c'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes chez qui c'est complètement contre-indiqué. Par contre, si on utilise des huiles alors qu'on ne devrait pas les utiliser, on peut risquer de présenter des effets secondaires plus facilement. Donc il faut vraiment les utiliser avec beaucoup de précautions. Alors, toujours, à utiliser avec prudence. Alors, des huiles qui sont ce qu'on appelle hormone-like, c'est-à-dire qui agissent comme des hormones. Alors, elles sont notamment contre-indiquées chez les personnes qui ont des antécédents de cancer hormonodépendant. J'en ai parlé juste avant, hein. CI, ça veut dire contre-indiqué et ATCD, c'est antécédent. La famille des sauges, que ce soit la sauge clarée ou la sauge officinale. Et également, donc, particulièrement le cyprès toujours vert qu'on utilise souvent pour les jambes lourdes. Ce sont des choses qu'on évite d'utiliser sur le long terme chez les personnes qui ont ce type d'antécédents.
Les huiles qui ont des actions fluidifiantes. Alors là, évidemment, on va les déconseiller chez les personnes qui ont des troubles de la coagulation ou carrément qui sont sous traitement anticoagulant. Là, je dirais, il faut vraiment éviter. Alors, on pense là, notamment, il y en a une qui est très, très connue, c'est l'hélicryse italienne, qu'on appelle aussi immortelle, mais vous avez aussi la Gualtérie, que ce soit la Gualtérie couchée ou officinale, de toute façon, elles ont les mêmes propriétés toutes les deux. Ou encore un autre qui est peut-être moins connu sur le côté fluidifiant, c'est le clou de girofle, qu'on connaît beaucoup pour tout ce qui est douleur dentaire. Je parle aussi rapidement des huiles à phénol. Alors là, ce sont des huiles où il faut faire très attention parce qu'elles sont dermocaustiques, c'est-à-dire que si vous les mettez sur la peau ou sur une muqueuse, vous risquez de vous brûler, tout simplement. Donc on évite vraiment, vraiment de les appliquer, en tout cas pures, sur la peau, et même diluées, je ne recommande vraiment pas. On ne recommande pas également de les utiliser en cas d'ulcère gastrique ou en cas d'hypertension. Donc ces huiles à phénol, l'origan compact, la sarriette des montagnes, le clou de girofle, le thym à thymol et à carvacrol, et puis les 2 cannelles, cannelle de Chine, cannelle de Ceylan. Donc là, retenez bien, surtout évitez de les appliquer sur des muqueuses. Alors, bien entendu, quand vous utilisez des huiles, vous vous lavez bien les mains après chaque manipulation, même si ce ne sont pas des huiles qui sont dermocaustiques, de se mettre les mains, le doigt dans les yeux ou dans le nez, c'est très vite fait et du coup, ça peut vraiment brûler. Donc, on fait très attention, on se lave les mains après les avoir utilisées. Donc, gardez bien à l'esprit cette histoire de photosensibilisation des agrumes. Évitez de vous exposer au soleil au moins 6 heures après l'application sur la peau. Je pense notamment au pamplemousse que l'on utilise souvent pour traiter un petit peu la peau d'orange, traiter les vergetures. Donc, si vous avez appliqué ça sur votre peau, vraiment évitez de vous mettre au soleil après. Pour les personnes qui sont particulièrement sensibles, on conseille, un petit peu comme tous les produits cosmétiques finalement, de faire un test pardon, dans le pli du coude pour vérifier qu'on n'est pas allergique à une molécule. C'est-à-dire qu'en fait, on met simplement une petite goutte d'huile dans le pli du coude et puis ça permet de voir au bout de quelques heures s'il y a une réaction allergique ou pas. La peau à cet endroit est très, très fine, donc ça vous permet de vérifier que vous ne faites pas de réaction. Autre chose, si vous comptez faire un traitement aux huiles essentielles par voie interne et même par voie externe, de manière prolongée, je vous conseille vraiment de faire des fenêtres thérapeutiques. Ça veut dire en gros, de garder peut-être, 2 jours dans la semaine ou bien, 1 semaine par mois, où vous n'utilisez pas ces huiles, de manière à ce que votre corps se remette et fonctionne quand même sans le soutien de vos huiles, mais également pour permettre à votre foie de se régénérer, parce que souvent c'est le foie qui récupère un petit peu toutes ces molécules très concentrées et qui doit les gérer. Donc, pensez à ça, ne les utilisez pas de manière continue en permanence. Alors, en termes de conservation, on évite de les exposer à la chaleur et à la lumière, hein. Donc, c'est pour ça que vous voyez toujours, vous voyez, hein, donc là, j'ai un petit rôle. On voit bien que c'est un flacon qui est brun. Ça le permet de ne pas exposer trop l'huile essentielle à la lumière. Ça existe aussi sous forme bleue. On va éviter de les stocker aussi, de les exposer, pardon, à l'humidité. On les stocke aussi en position verticale, éviter de les stocker, allongés comme ça. Alors pour une raison toute simple, c'est que souvent les petits embouts, alors ici, on ne le voit pas forcément très, très bien à la caméra, mais en fait, il y a toujours une partie plastique et le plastique peut être, attaqué par, les molécules des huiles essentielles. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux les conserver de manière verticale et bien entendu, ça tombe sous le sens, à l'abri des enfants. Vous n'utilisez jamais ces huiles par voie intramusculaire ou intraveineuse. Là aussi, ça semble évident, mais je préfère le préciser. Alors, comment on utilise ces huiles essentielles? Des petites indications sur le dosage d'abord, hein. Il faut savoir que quand vous voyez dans des recettes 1 millilitre d'huile essentielle, ça correspond peu ou prou à 25 gouttes. Donc des fois, c'est plus simple d'avoir des doseurs en millilitres, mais la plupart du temps, en fait, vous verrez des codigouttes, c'est-à-dire sur les flacons, c'est un petit embout qui vous permet de doser goutte à goutte.
Donc selon la densité de l'huile, bien entendu, ce ne sera pas forcément exactement 25 gouttes, mais la plupart du temps, ça tourne autour de 25 gouttes, sauf pour les agrumes, bien entendu, qui sont aqueuses. Donc évidemment, par une règle de 3, bah, vous en déduisez qu'une goutte pèse environ 40 milligrammes. Alors, comment choisir ces huiles? Donc moi, je recommande de les consommer plutôt bio, puisque bien entendu, ça garantit, aucun pesticide, aucun engrais, ça limite les insecticides et ça limite les OGM. Donc là, vu qu'on est quand même sur quelque chose de thérapeutique, évidemment, on va préférer quelque chose de bio pour éviter de s'empoisonner avec, des ingrédients qui ne sont pas souhaitables. Bon, si c'est juste pour mettre dans votre lessive, je dirais pourquoi pas et même, hein, dans ce cas-là, si vous prenez quelque chose qui n'est pas bio, vous risquez aussi, d'induire une pollution des eaux. Donc tant qu'à faire, autant vraiment choisir le bio. Faites attention aux huiles qui sont modifiées. Alors, normalement, si vous achetez chez quelqu'un qui, a une qualité correcte, un laboratoire qui est correct, il doit y avoir cette mention sur l'étiquette, hein. Je vais revenir sur les étiquettes juste après, mais je préfère déjà en parler maintenant. Donc, il y a des huiles qui sont déterpénées, c'est-à-dire qu'on a enlevé une partie, les terpènes, hein, tout simplement. Donc, c'est une molécule, qui est très allergisante. Donc, c'est chouette parce que du coup, l'huile essentielle, elle est beaucoup moins allergisante. Par contre, du coup, comme les terpènes, ce sont justement les molécules qui sont très efficaces, ben, cette huile sera moins efficace. Deuxième chose, éviter aussi les huiles qui sont reconstituées. En fait, c'est tout simplement un mélange de plusieurs huiles essentielles. Donc, vous allez avoir, par exemple, si je prends la lavande, bah, vous allez avoir de la lavande de Corse, mais vous allez aussi avoir de la lavande de Roumanie, de la lavande de Californie. On va mélanger un peu différentes huiles essentielles de lavande. Clairement, le profil biochimique ne sera pas du tout le même que si vous prenez une huile essentielle pure qui provient d'un seul lot. En ce qui concerne le producteur, justement, donc normalement, on doit avoir toutes ces informations à disposition, le type de culture, la période de récolte, le matériel qui est utilisé pour la distillation, quel est l'eau qui est utilisée pour la distillation, quelle est la température de chauffe. Tout ça, ce sont des points qui sont très importants, qui vont vraiment influer sur la qualité, de l'huile que vous allez utiliser. Donc vraiment, faites attention, aux informations qui sont fournies quand, vous achetez chez un producteur que vous ne connaissez pas. Vous voyez que la température de chauffe, par exemple, doit être vraiment inférieure à 100 degrés, sinon l'huile va être dénaturée. La culture, bien entendu, elle doit être respectueuse, c'est ce que je vous indiquais, de préférence bio. La période de récolte, alors là, ça varie vraiment, suivant l'huile essentielle qu'on veut choisir. Et puis, en fait, on va s'en rendre compte au niveau du profil de l'analyse biochimique, je vais en parler un petit peu après. Alors, sur une étiquette, on doit retrouver toutes ces informations. Donc, bien entendu, une huile essentielle. Donc, bio, je vous disais, c'est pas obligatoire, mais c'est clairement un plus. La vente officinale, donc on doit retrouver le nom de l'huile essentielle en français, mais vous voyez juste en dessous, lavandula angustifolia, on doit retrouver aussi le nom de l'huile essentielle en latin. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vous permet vraiment précisément de reconnaître si vous achetez bien l'huile essentielle que vous souhaitez. Le nom français ou le nom en anglais si vous achetez une huile essentielle sur un site anglais euh, ne vous permettra pas d'être sûr que vous achetez bien la bonne. Donc, référez-vous vraiment à l'huile essentielle, son nom en latin. C'est très important. Sur l'étiquette, vous devez également retrouver la partie de la plante d'où est extraite l'huile essentielle parce que, suivant la partie qu'on va utiliser, on ne va pas du tout avoir les mêmes propriétés. On peut, par exemple, dans tout ce qui est agrumes, utiliser la fleur ou alors utiliser l'écorce. Donc, ce ne sera pas du tout les mêmes propriétés, ce ne sera pas le même prix non plus. Donc, faites bien attention à ça quand vous achetez votre huile. Sur une étiquette, vous devez également retrouver les principes actifs primordiaux. Alors après, il y en a qui les mettent tous et d'autres qui ne mettent que les essences, les principaux. C'est sûr que quand on a beaucoup de composés dedans, on ne va pas tous les citer, hein. Donc vous voyez ici, le linalol et l'acétate de linalyle sont vraiment les principaux en ce qui concerne la lavande officinale. Vous aurez ensuite, on va dire,
un genre de certification interne, hein, HEBBD ou bien HECT. Alors ça, ce sont des choses qui ne sont pas obligatoires et qui sont des, entre guillemets, autoproclamations des laboratoires qui permettent de savoir quelle est la certification de cette huile. Mais moi, je préfère me référer à la bio qui sera beaucoup plus fiable en matière de certification. Bien sûr, donc la contenance sur l'étiquette qui est importante aussi à signaler. Alors, pour décrypter l'étiquette, vous avez encore des informations. La date de péremption. Alors, en soi, ce n'est pas vraiment primordial parce que ces dates de péremption, à partir du moment où vous les utilisez, enfin, vous les conservez dans les conditions que je vous ai indiquées, donc vous vous souvenez, à l'abri de la chaleur, à l'abri de la lumière notamment et de l'humidité, bah, vous pouvez les conserver vraiment beaucoup plus que ce qui est indiqué sur cette date de péremption. Il n'y aura pas de toxicité a priori si vous les conservez correctement. C'est simplement que l'action ne sera peut-être plus la même si vous dépassez cette date de péremption. Les coordonnées du fournisseur, bien sûr, le numéro de lot, très important. Et puis l'origine géographique, le chémotype, hein, donc c'est en fait cette spécificité biochimique dont je vous ai parlé tout à l'heure, le climat, le type de sol, l'exposition, l'altitude. Donc le chémotype, c'est quoi? Par exemple, sur le romarin officinal, donc son nom latin étant Rosmarinus officinalis, ben, vous allez avoir une extension, un chémotype particulier pour les huiles qui viendront de Corse, hein, donc la plante qui viendra de Corse, un autre pour la plante qui viendra de Provence et encore un autre pour le Maroc, la Tunisie. Et vous verrez que les propriétés ne sont pas du tout les mêmes. Quand vous regardez l'analyse biochimique, bah, vous n'avez pas du tout la même composition que le romarin ait été récolté en Corse, en Provence ou en Maroc ou en Tunisie. Donc, soyez vraiment bien attentifs à ce que vous achetez et donc toujours ce nom latin avec ce chémotype. Alors, un petit mot aussi, je ne vais pas vous donner de nom de marque que je recommande ou d'autres, au contraire, que je ne recommande pas. Soyez attentifs simplement quand vous achetez, regardez bien, normalement, le laboratoire de la marque doit vous proposer l'analyse biochimique. Vous devez pouvoir trouver ça sur Internet, vous pouvez trouver ça dans la documentation qu'on vous remet. Vous voyez qu'ici, je vous ai mis l'analyse de l'eau. Alors, c'était une huile essentielle de citron. Ici, donc, vous voyez, hein, c'est bien agriculture biologique. Et donc, on a un lot, un premier lot, là, le premier du haut et le deuxième lot en bas. Vous voyez que l'analyse n'est pas exactement la même, hein. Par exemple, le limonène, qui est le principe actif majeur, bon, bah, le premier lot, on a 67,42%, le deuxième, on a 68,01%. On va dire que ça va encore. Quand je regarde, donc là, une autre marque qui fournit ces analyses, alors vous voyez déjà, donc on est toujours sur du citron. Donc, vous voyez déjà origine Italie en haut à gauche, Sicile en haut à droite, Argentine en bas à gauche. Donc, on a déjà des fournisseurs différents. Et puis, donc, la composition, hein, donc le fameux limonène dont j'ai parlé tout à l'heure, bah, vous voyez qu'en haut à gauche, on est à un peu plus de 65%, et en bas à gauche, on est à presque 70%, hein. Donc, vous voyez la différence entre les deux. C'est clairement, le mode d'action ne sera pas le même. Alors, quand on est sur du citron, c'est encore pas trop grave, mais quand on est sur des huiles qui sont particulièrement puissantes, comme premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'origan compact, là, il faut vraiment faire attention. Alors, comment utiliser ces huiles? Alors, je vais commencer par la voie orale parce que c'est celle qu'on connaît le moins et qu'on ose le moins. Ensuite, je parlerai de la voie transcutanée, donc en gros sur la peau. Et puis, je terminerai par la voie aérienne, c'est-à-dire tout ce qui est olfaction, qui est la voie la plus connue. Alors, juste pour info, il y a d'autres types d'utilisation, mais qui sont beaucoup plus rares. Alors, le sublingual, c'est un type d'utilisation orale, c'est-à-dire en gros, je le mets vraiment sous la langue. Les utilisations rectales et vaginales, donc sous forme d'ovules notamment. Alors là, on fait très attention, utilisation très délicate. Vous demandez conseil à un pharmacien, à un aromathérapeute avant de vous lancer dans ce type d'utilisation. Alors, la voie orale, ce qui est intéressant quand on prend des huiles essentielles par voie orale, c'est qu'on va agir
à la fois, on va dire, en local sur le système digestif, mais aussi de manière systémique dans tout le corps humain, parce qu'elles rentrent dans la circulation sanguine, ces huiles, quand vous les prenez par voie orale. Donc, on va avoir à la fois du local et du systémique. Donc là, bien entendu, quand on utilise les huiles par voie orale, on fait très attention à la qualité, surtout pas des huiles au rabais, parce que là, vous risquez de vous faire plus de mal que de bien. Une dilution peut être nécessaire, mais ce n'est pas obligatoire. On peut aussi les prendre pures. Ça dépend vraiment d'une huile à l'autre. Quand vous les utilisez par voie sublinguale, bah, c'est là que la diffusion sera la plus rapide. Si le goût est puissant ou désagréable, alors je reviens toujours avec mon origan compact, c'est vrai que bon, c'est une qui est très connue, notamment pour les infections urinaires. Moi, je conseille d'utiliser donc des petites gélules comme ça. Je vous montre. Voilà, je pense que vous voyez bien là. Donc finalement, ce sont des gélules comme celles que vous pouvez utiliser en médicaments. On les ouvre et puis on peut mettre les huiles essentielles dedans. On les referme et puis en fait, ça permet de les avaler sans se brûler les muqueuses notamment. Ou alors pour éviter le goût désagréable. Quand ce sont des huiles puissantes, des fois on recommande de rajouter un petit peu de citron, d'huile essentielle de citron avec, pour la simple et bonne raison que c'est une huile qui protège le foie. Donc elle permet en fait, en même temps que vous assimilez une huile qui est particulièrement puissante, de protéger votre foie en même temps. Les comprimés neutres, alors là j'en ai pas, en fait ce sont des petits supports qui ressemblent un petit peu à des cachets. C'est ce qu'on trouve habituellement quand on veut prendre des huiles essentielles par voie orale. Moi je déconseille ce genre de comprimé parce que vous voyez là je vous ai mis la composition d'un comprimé neutre. La plupart du temps il y a notamment de l'édulcorant dedans. Bon voilà, je ne suis pas spécialement pour les édulcorants, donc dans ce cas-là, si vous n'avez pas de gélule, et que vous pouvez, enfin qu'elle n'est pas trop puissante, vous pouvez mettre cette huile sur un bout de pain ou dans un yaourt, ça fonctionnera aussi très, très bien. Alors, pour tout ce qui est agrumes, bien entendu, on peut les mettre dans l'eau. Alors, c'est très agréable. Une goutte pour 250 millilitres, c'est-à-dire, par exemple, là, voilà, vous voyez, j'ai un verre d'eau, on peut mettre une goutte là-dedans. Donc, par contre, les huiles essentielles, tout ce qui est gras, on va les mettre plutôt dans du lait végétal, par exemple. Alors, on peut aussi utiliser les huiles en cuisine. Suivant leur puissance, on ne va pas mettre une goutte. Par exemple, si vous voulez mettre de l'origan dans votre vinaigrette ou du basilic, je vous déconseille de mettre une goutte parce qu'elles sont tellement fortes que ça va complètement pourrir votre vinaigrette. Dans ce cas-là, faites plutôt une préparation d'huile. Donc, vous prenez une grande bouteille d'huile et puis vous mettez des huiles essentielles dedans. Là, ce sera beaucoup plus dilué, ce sera beaucoup plus agréable. Si vous voulez aromatiser une sauce tomate ou une vinaigrette, avec de l'origan par exemple, je vous conseille d'utiliser plutôt un cure-dent. Vous trempez le cure-dent dans le flacon, hop, vous mettez la toute petite goutte qui sort du cure-dent dans la sauce, et en fait, ce sera beaucoup moins puissant et beaucoup plus agréable. Alors, il y a donc Mathilde qui pose la question de l'origan, est-ce qu'elle peut être ingérée? Alors, bah oui, oui, elle peut être ingérée et notamment donc l'origan compact, hein, on peut s'en servir notamment, quand on a des infections urinaires. Donc, mais vraiment, on ne les ingère pas comme ça, hein. Il faut vraiment les mettre dans les petites gélules que je vous ai montrées, tout à l'heure, parce que sinon on peut vraiment se brûler les muqueuses, ici au niveau de l'œsophage. Donc oui, on peut l'utiliser, par voie orale sans problème, mais avec cette précaution. Donc voilà pour la voie orale. Je passe maintenant à la voie cutanée. Donc voie cutanée, on peut utiliser les huiles notamment pour tout ce qui est fanaire, donc la peau, les cheveux, les ongles, mais aussi les dents. On va avoir un effet local toujours, mais aussi, vous savez que en fait, quand on l'utilise sur la peau et notamment là où la peau est très fine, par exemple les poignets, c'est là que c'est le plus connu, l'huile essentielle va aussi pénétrer dans notre circulation sanguine et donc la diffusion va là aussi pouvoir se faire de manière globale à d'autres organes. D'une manière générale, quand on utilise la voie cutanée, on recommande de diluer. Alors, premièrement, ça limite les risques de dermocausticité. Et deuxièmement, en fait, ça vous permet tout simplement d'utiliser l'huile sur une plus grande surface en utilisant moins de gouttes. Donc, tant qu'à faire, autant diluer. Si vous avez des huiles de qualité, il n'y a pas de raison de ne pas les diluer. On peut les appliquer de manière directe. Donc là, on va utiliser
1 à 3 gouttes, de manière pure ou diluée. Donc comme je vous disais, attention si elles sont, pures, on fait très attention parce que ça peut être très puissant. Alors comment est-ce qu'on peut, utiliser? Donc soit on prend le flacon et on l'applique directement. Il faut juste faire attention de ne pas verser trop vite parce que sinon vous avez trop de gouttes qui versent qui coulent. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'utilisation des rôles, hein. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ces contenants-là, on les trouve très facilement, sur internet ou, dans des magasins de cosmétiques notamment. Donc ici, j'ai un rôle de 5 millilitres, mais bon voilà, j'ai aussi des rôles qui sont un petit peu plus grands, donc rôle de 10 millilitres. Ça, c'est vraiment suivant l'utilisation. Donc la bille ici, permet d'appliquer vraiment juste la bonne quantité d'huile. Donc c'est très économique. Ici, dans un rôle de 5 millilitres, moi ce que je conseille, c'est de mettre environ 30 gouttes d'huile essentielle et puis vous complétez avec, une huile, végétale. Bon voilà, une huile d'arnica, une huile d'amande douce, une huile de jojoba, suivant l'utilisation, hein. Vous savez que les huiles végétales, elles ont aussi des propriétés. Si vous avez rien d'autre, vous utilisez de l'huile d'olive, ça ira très bien aussi. Ça sentira un peu la vinaigrette, mais voilà, ça vous permettra de diluer. Hem, donc ce qui est intéressant quand on l'utilise sur la peau, si vous avez la possibilité, je vous recommande vraiment de le mettre, sur la plante des pieds parce que, c'est là que la diffusion dans la circulation sanguine se fait la plus rapidement, en 30 secondes environ. Donc, c'est vraiment très bien, notamment quand on veut se mettre un petit peu de lavande ou d'orange douce, avant de se coucher, de se calmer pour se poser. La plante des pieds, c'est vraiment parfait. C'est sûr que bon, en journée, c'est un petit peu plus compliqué de se déchausser et puis de se mettre son huile essentielle. Sinon d'autres endroits où la peau est fine, donc comme je vous disais, les poignets qui sont vraiment l'endroit le plus accessible et le plus connu. Vous avez aussi le plexus solaire pour tout ce qui est nerveux, très intéressant. Alors la paume des mains, en fait, le principe, c'est quoi? Je me mets un petit peu d'huile ici à l'intérieur des mains. Je frotte pour activer les huiles et puis je peux me faire des petites inhalations aussi. Donc non seulement ça va se diffuser dans les mains, mais je peux aussi m'en servir pour faire des inhalations. On peut aussi appliquer sur la nuque ou à l'arrière des oreilles où la peau est très, très fine également et puis c'est assez discret, pour l'appliquer. Par voie cutanée, on peut aussi s'en servir en massage, donc ça permet notamment de stimuler la peau, les tissus conjonctifs et les muscles. Ça renforce les propriétés stimulantes, apaisantes, tonifiantes ou relaxantes, hein, quand on fait vraiment une action mécanique de bien faire pénétrer, l'huile par une voie de massage. Donc on fait des gestes doux, des gestes répétés. Je vous conseille d'éviter la colonne vertébrale en massage. Il vaut mieux, dans ce cas-là, appliquer de part et d'autre en fait de la colonne vertébrale. Souvent, c'est ce qu'on recommande dans les massages, pour, tout ce qui est, maux du dos et pour les névralgies. Donc dans ce cas-là, quand on cherche à faire un massage, on va prendre une cuillerée à soupe ou environ 15 millilitres d'huile de support, donc une huile de massage, dans laquelle on va rajouter environ 10 gouttes d'huile essentielle ou 10 gouttes d'un complexe d'huiles essentielles. Dernière chose, en ce qui concerne la voie cutanée, c'est le bain. Non, j'ai pas encore fini la voie cutanée, après j'ai encore autre chose à vous raconter. Donc c'est le bain. Là, ce qui est intéressant, c'est que, c'est votre peau qui va tout simplement absorber l'huile essentielle. Donc je vous, recommande de ne pas verser l'huile essentielle à l'eau puisqu'elle ne se mélange pas à l'eau. Ce que vous pouvez faire, c'est préparer 15 gouttes d'huile essentielle que vous mettez dans 30 ml d'un support gras. Donc ça peut être, un shampoing, un gel douche, ou alors tout simplement une huile de bain. Alors, il y a l'enregistrement qui s'arrête, c'est assez surprenant. Heu, je continue. On rajoute, les huiles essentielles, donc 15 gouttes maximum. On trempe dedans une petite serviette, on applique sur l'endroit où l'on veut appliquer la compresse et donc suivant ensuite l'action que l'on veut avoir, donc chaud, ce sera plutôt pour la détente musculaire, donc on va couvrir d'une serviette sèche avec une bouillotte pour bien maintenir le tout, au chaud. Froid, ce sera plutôt pour des douleurs inflammatoires
Et là, donc, on va mettre un film plastique pour bien conserver le tout et éviter que la serviette ne sèche trop vite. On peut aussi utiliser les huiles en réflexologie. Donc là, on va appliquer les huiles essentielles sur des zones réflexes ou des terminaisons nerveuses, donc réflexologie palmaire dans les mains, ou bien réflexologie plantaire sur les pieds. Là, honnêtement, je ne vais pas commencer à vous donner des conseils trop génériques. Le mieux, c'est de se faire aider par des professionnels qui sont habilités à faire de la réflexologie plantaire ou palmaire et qui utilisent les huiles essentielles. Mais sachez que ça peut renforcer encore l'effet de l'action du réflexologue. Alors, voie aérienne, qui est la voie la plus connue, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille à la fois sur le corps, mais aussi sur l'esprit, hein. Vous savez que la fonction olfactive est liée à des zones émotionnelles du cerveau. Donc, par l'inhalation, on va vraiment travailler aussi sur nos zones sensorielles, hein, au niveau du cerveau. Donc, l'inhalation, le parfum ou la vapeur permet d'avoir un effet puissant sur le cerveau et sur l'appareil respiratoire. Alors, on peut, inhaler, directement à la bouteille. Alors bon, là, j'ai pas une bouteille, mais le principe est le même. Alors, on fait attention quand on inhale à même la bouteille, surtout quand on ne connaît pas d'huile. Moi, je conseille toujours de faire simplement passer la bouteille comme ça sous le nez pour être sûr, premièrement, que ce ne soit pas trop fort et deuxièmement, qu'on n'ait pas une goutte, d'huile qui aille, sur les ailes du nez et qui puisse, brûler les muqueuses. Voilà, donc faites passer simplement la bouteille comme ça sous le nez. Inhalation, on peut aussi faire comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, vous mettez dans la paume de la main ici, vous frottez et vous faites une inhalation, ça marche très bien aussi. Alors la diffusion, c'est le mode, je crois, ultra connu de de l'utilisation des huiles essentielles. Faites attention, ce qui est idéal, c'est la nébulisation. La nébulisation, ce sont en fait des diffuseurs, hein, qui diffusent à froid, hein, donc il ne faut pas chauffer les huiles, et qui en fait projettent de très, très fines gouttelettes sur les parois du diffuseur et en fait, donc vous allez voir un nuage de petites gouttelettes qui vont se diffuser. C'est ce qui, dénature le moins l'huile essentielle et ce qui, à la fois, est le plus puissant. Vous avez aussi des diffuseurs à eau qui fonctionnent aussi bien, mais qui seront moins puissants. On peut aussi utiliser les huiles dans les parfums, dans les eaux de Cologne. Ça peut avoir un effet, ça va prolonger en fait l'effet, de l'huile sur votre peau, donc très intéressant. On peut aussi utiliser sur un ventilateur dans l'aérateur de la voiture. Alors ce que j'aime bien, c'est, proposer d'utiliser des pinces à linge comme ça. Donc, une pince à linge en bois évidemment. Vous versez quelques gouttes sur votre pince à linge, le bois va boire et puis après vous accrochez ça, sur votre aérateur de voiture ou bien sur votre, ventilateur et bah, ça vous permet de profiter de l'huile essentielle. Pour les voies respiratoires, on peut utiliser donc soit sous forme d'inhalateur, hein, comme on a l'habitude de le faire, avec des choses qui sont vendues en pharmacie, sauf que vous mettez vos huiles essentielles dans votre inhalateur, hein, ou bien vous pouvez avoir un petit stick inhalateur. Donc vous voyez, c'est des choses qu'on peut se fabriquer soi-même. Ça s'achète aussi sur internet ou dans des boutiques de cosmétiques. Donc à l'intérieur, vous avez une mèche. Alors je ne sais pas si je vais arriver à l'ouvrir sans me casser les ongles. Voilà, hop, donc vous voyez, à l'intérieur, il y a une mèche. Donc on met quelques gouttes d'huile essentielle sur cette mèche. Je mets la mèche à l'intérieur de mon inhalateur, je referme et je peux m'en servir comme inhalateur. Alors c'est pas que pour se déboucher le nez, hein. On peut aussi mettre des huiles calmantes et puis avoir ça, au lit ou dans son sac à main, toujours avec soi, pour, éviter, enfin pour, essayer de redescendre et de se calmer en cas de coup de stress. Je recommande d'éviter tout ce qui est coton, mouchoir, brumisateur, ce genre de choses parce que en fait, la diffusion n'est pas très efficace. Donc vous devez utiliser beaucoup d'huile, pour une efficacité moindre. C'est dommage, ça gaspille tout simplement votre, huile essentielle. Voilà, donc c'était une grosse partie, utilisation générale des huiles et puis donc je me suis dit: «Je vais terminer cette présentation par, la présentation de 3 huiles». Si vous deviez avoir 3 huiles, voici les 3 huiles que je vous recommande. Donc la première, c'est la lavande fine ou officinale. La deuxième, c'est, la menthe poivrée et la troisième, c'est le citron. Voilà, donc je vais simplement vous expliquer quelques utilisations de ces 3 huiles. Alors, on va commencer par le citron. Donc, comme je vous disais, hein, on dit huile essentielle de citron, mais en fait, c'est une expression. Ici, donc, je parle du chémotype Citrus limonum. On utilise donc son écorce.
Alors, en quelques mots, cette huile, elle protège votre foie, elle permet d'éviter les nausées, elle est aussi assainissante, elle permet de chasser la déprime et le stress et elle est amincissante. Alors, comme toute la famille des agrumes, elle est photosensibilisante, donc si vous l'appliquez sur la peau, pas d'exposition au moins 6 heures après l'application. On peut l'utiliser par voie orale chez les enfants de plus de 6 ans et on peut l'utiliser en cure courte. Et si vous l'utilisez de manière plus longue, dans ce cas-là, observez bien des fenêtres thérapeutiques comme je vous ai indiqué, 5 jours sur 7 ou 3 semaines sur 4. On peut la diffuser également, c'est très agréable à sentir, sans souci chez les enfants de plus de 3 ans. Donc quand c'est chez de jeunes enfants, on va l'utiliser à raison de 5 minutes par heure et sans la présence de l'enfant. Mais pour les adultes, on peut l'utiliser de manière beaucoup plus, large, bien entendu. Alors, si vous voulez l'utiliser par voie interne, alors par exemple pour une détox du foie, vous pouvez vous dire: «Tiens, je prends 2 gouttes 3 fois par jour pendant 10 jours». On connaît le citron, dans l'eau le matin à jeun dans un petit peu d'eau tiède. Bah, ça, c'est une autre manière de détoxifier son foie, hein, de faire une petite cure d'huile essentielle de citron. En cas de troubles digestifs, on peut utiliser soit l'huile essentielle de citron, soit citron et menthe poivrée, après les repas, donc à raison de 2 gouttes 3 fois par jour. Donc pas d'utilisation prolongée bien sûr, mais c'est en cas de, on va dire de faiblesse au niveau de votre système digestif. Pour, le côté déprime, on peut l'inhaler à volonté. Alors c'est vraiment je vous invite à la sentir, à l'utiliser, de cette manière-là parce qu'elle est vraiment très, très agréable, soit même le flacon comme je vous l'ai montré tout à l'heure, soit, sous forme de stick inhalateur. En cas de cellulite ou de peau d'orange, ben voilà, je vous montre, une petite recette, hein, du citron, du cyprès toujours vert, hein, avec de l'huile végétale de calophylle qui va travailler sur la circulation. Donc vous pouvez l'appliquer tous les soirs, 5 jours sur 7 et bien entendu, donc à cause de la présence du cyprès toujours vert, on ne va pas l'utiliser si on a des antécédents de cancer hormonodépendant. Donc voilà pour le citron. La lavande vraie qu'on appelle aussi fine ou officinale. Donc ici, je parle de la lavandula angustifolia qui a aussi le nom Vera ou j'ai toujours du mal, Aeteroleum. Voilà, j'y arrive. On utilise les fleurs. Donc cette huile, elle est antalgique, anti-inflammatoire et antispasmodique. Elle va être cicatrisante et antiseptique également et puis on peut l'utiliser, c'est je pense pour ça qu'elle est le plus connue, pour tout ce qui est stress, anxiété et sommeil. Dernière chose, si vous n'avez rien d'autre, sachant que ce qui est plus efficace, c'est plutôt le géranium ou la citronnelle, mais si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez aussi l'utiliser comme répulsif d'insectes. Bon, elle est quand même très efficace contre les poux. Attention aux hybrides, la lavande aspic et le lavandin super qui contiennent du camphre, contrairement à la lavande vraie. Donc attention, ce ne sont pas les mêmes huiles, hein, donc on n'utilise pas pour les mêmes effets. Alors, la lavande vraie, on l'utilise par voie orale, pas de problème chez les enfants de plus de 6 ans, à raison d'une goutte 2 fois par jour, et chez les adultes, vous voyez, 2 gouttes 3 fois par jour sans souci. On peut bien entendu la diffuser, donc là, pas de souci chez les tout petits de plus de 3 mois, toujours 5 minutes par heure sans l'enfant. Chez les adultes, pas de souci, 15 minutes par heure, 3 fois par jour, sans problème. La voie cutanée, donc là, c'est pareil, hein, chez les tout petits, on peut l'utiliser. Ils aiment beaucoup un petit massage, notamment sur l'abdomen ou sur la plante des pieds. Donc, on va diluer évidemment énormément, hein. Vous voyez ici, j'indique une dilution de 2%. Chez les adultes, 2 à 5 gouttes, 3 fois par jour, sans souci. Donc cette huile, elle travaille beaucoup sur le côté stress, nervosité et anxiété. Donc on va pouvoir l'utiliser en olfactif, en cutané ou en diffusion. J'aime bien l'associer à la camomille romaine qui a à peu près les mêmes propriétés de ce point de vue-là, qui n'a pas de contre-indication, la camomille romaine. Alors elle est juste un petit peu chère, mais ce sont 2 huiles qui fonctionnent vraiment très bien ensemble et qui se marient très bien au niveau des fragrances. Pardon. Pour le sommeil, on peut tout simplement la diffuser avant le coucher. Alors, ça peut être intéressant de la coupler avec du géranium rosa, qui est aussi très calmante. La camomille romaine, on l'utilisera plus pour un peu des coups de stress, alors que le géranium rosa sera vraiment plutôt calmante. On peut l'utiliser par voie cutanée ou olfactive sur les poignets, sur le plexus solaire, et puis masser la plante des pieds des enfants, comme je vous le disais, dès 3 mois.
Pour ce qui est douleurs, notamment les douleurs musculaires, alors une petite recette, hein, vous mélangez de la lavande vraie avec de l'eucalyptus citronné et de la golterie, hein, donc 2 gouttes de chaque. Vous rajoutez ça dans un macérat d'arnica, hein, plus connu sous le nom d'huile d'arnica, et puis vous massez les muscles avec ce petit mélange. Ça accélère la récupération musculaire et ça diminue les douleurs. Pour la cicatrisation, pas de souci, pour l'appliquer sur les plaies ouvertes. Bon, évidemment pas les plaies à infecter, hein, bien sûr, mais pas de souci juste après qu'on vienne de se blesser. On peut l'appliquer aussi sur les brûlures, donc on peut l'appliquer pure tout simplement sur la plaie, et pas de souci dès les tout petits, dès les enfants de plus de 3 mois. Chez les femmes enceintes, on peut les appliquer aussi, et les femmes allaitantes. On est juste plutôt prudent, pendant le premier trimestre de grossesse. Voilà, puis je vais terminer par la menthe poivrée, donc la Mentha piperita, dont on utilise les parties aériennes fleuries. Alors, cette huile, elle est digestive, antalgique et anti-inflammatoire. Elle permet, elle aussi, de repousser les insectes, mais aussi les parasites. Alors, on l'utilise vraiment avec de précaution, contrairement aux deux autres, hein, vous allez voir, en cas d'asthme, d'épilepsie, chez les enfants de moins de 7 ans, chez les femmes enceintes et allaitantes, et puis il me semble que je n'ai pas mis également, chez les personnes qui font de l'hypertension, hein. La menthe poivrée est plutôt stimulante, donc du coup, on évite aussi les personnes qui font de l'hypertension. Par voie orale, donc on peut l'utiliser à raison d'une goutte 3 fois par jour chez les adultes. Par voie cutanée, on peut aussi l'utiliser à raison de 2 à 3 gouttes 3 fois par jour chez les adultes. Et toujours pareil, si on fait un traitement prolongé, n'oubliez pas la fenêtre thérapeutique avec une pause de 2 jours tous les 5 jours. Donc comme vous le savez, la menthe, d'une manière générale, et donc la menthe poivrée forcément, a des interactions avec l'homéopathie. Donc on va éviter de l'utiliser par voie orale en même temps qu'on va faire un traitement homéopathique. Et puis donc par voie cutanée, on évite de l'appliquer sur des trop grandes surfaces parce que, c'est vraiment très, très glaçant. Donc moi je vous conseille de ne pas le mettre plus que sur des demi-jambes par exemple, parce que sinon, surtout s'il fait froid, vous risquez d'avoir vraiment très froid. Bon, s'il fait chaud, là, ce sera moins désagréable. Donc, comment est-ce qu'on l'utilise? En cas de digestion difficile, par exemple, de ballonnement, d'aérophagie, de spasme. Donc là, vous pouvez ingérer 1 à 2 gouttes, 1 à 3 fois par jour après les repas, donc comme toujours, plutôt de courte durée. Vous pouvez vous masser le ventre avec de l'huile essentielle de menthe poivrée. Je vous conseille de diluer 2 à 4 gouttes 3 fois par jour. Ça a un effet qui est très agréable, antispasmodique, hein, et antidouleur. Vous pouvez l'utiliser pour les jambes lourdes. Donc là, vous vous souvenez, hein, le cyprès, attention, antécédent des cancers hormonodépendants, que vous pouvez mélanger avec de la menthe poivrée et de l'huile végétale de calophylle. Donc là, vous allez pouvoir masser avec ce petit mélange 2 fois par jour, 5 jours sur 7, de bas en haut. Là, donc il fait assez chaud en ce moment. N'hésitez pas à tester cette recette si vous êtes plutôt sensible au niveau des jambes lourdes. Voilà, bah, j'en ai terminé avec toutes ces préconisations et ces explications. Donc je vous remercie pour votre attention. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. On a encore 5 minutes. N'hésitez pas. Puis en tout cas, je vous remercie. Je vois qu'il y a une personne, Mathilde, là, qui a fait la remarque concernant les 3 huiles. Donc j'ai bien parlé de l'amande poivrée, mais donc Mathilde qui utilise donc de l'arbre à thé, titri et eucalyptus radié pour la gorge. Ouais, effectivement. Mais on va dire que les plus polyvalentes en matière d'utilisation, c'est vraiment la citron, lavande, menthe poivrée. C'est vraiment celle que je recommande si on n'a pas d'huile chez soi. Ce sont vraiment les 3 premières à acheter et à essayer, puisqu'en plus on ne prend pas trop de risques, à part avec l'amande poivrée. Citron et lavande sont vraiment, il y a peu de risques à les utiliser. Alors, que pensez-vous des fleurs de Bach? C'est une bonne question. C'est pas trop en lien avec le thème des huiles essentielles. J'en pense du bien. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je ne sais pas si vous avez une question un petit peu plus précise. N'hésitez pas à rallumer les micros peut-être si vous voulez poser vos questions Ouais. directement, ce sera plus simple que par le chat. C'est vrai qu'on utilise pas mal le chat pendant la conférence, mais là, ce sera peut-être plus facile si vous voulez rallumer vos micros.
Notamment la question de V. Legrand, je ne sais pas qui c'est. Oui, bonjour, Vincent Legrand. Bonjour. Non, en fait, je connais rien du tout sur les fleurs de bac, mais comme je passe devant certains magasins et puis ils parlent toujours des fleurs de bac, je me suis dit, c'est peut-être de la naturothérapie aussi. Alors, effectivement, c'est une technique qui est utilisée en naturopathie, hein. C'est une forme de phytothérapie. Les fleurs de bac, donc, finalement, on utilise donc des fleurs de certains végétaux que l'on fait macérer, dans une solution, enfin c'est dans de l'eau, hein, de manière très traditionnelle, hein. Il y a une recette très précise qui a été élaborée par un médecin anglais qui s'appelle le docteur Bach. Ce sont en fait des élixirs, hein, qui permettent de travailler sur des états émotionnels. Donc, on a 38 fleurs traditionnelles. À chacune de ces fleurs, hein, correspond un état émotionnel que l'on va essayer de transformer en état émotionnel positif. Donc, j'ai juste donné un exemple, l'impatience, par exemple, hein, qui est une fleur, hein, que l'on utilise, c'est l'un des élixirs traditionnels. Bon, comme son nom l'indique, on va l'utiliser pour travailler sur le côté impatient de la personne, donc essayer de lui faire prendre du recul et de travailler sur ce côté vraiment très stressant. Mais donc il y a vraiment 38 états, sur lesquels on va travailler. Voilà, donc après il y a certaines personnes chez qui ça marche très bien et puis il y a d'autres personnes, qui sont complètement insensibles, aux fleurs de bac et bon, bah, là, il faut trouver d'autres formes galéniques qui vont lui convenir. Tout comme les huiles essentielles, pour plusieurs, maux, bah, il y a une huile qui va bien correspondre à une personne et elle correspondra pas du tout à l'autre. C'est pour ça que d'ailleurs, bah, la naturopathie fait quelque chose de très personnalisé. On n'a pas, des grosses recettes comme ça, qui sont applicables à tout le monde. Il faut vraiment, faire ça de manière personnalisée et aussi faire sa propre expérience et tester. Voilà, donc je vous invite à peut-être approfondir la question. En tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne, pas chez tout le monde, mais chez pas mal de personnes. J'ai 2 questions, c'est, Mathilde toujours, par rapport Oui? à l'origan. Parce que là, j'ai des bouquins là du docteur Valnet et ils disent aussi qu'on peut les ingérer effectivement et qu'on peut les mettre avec, du miel. Alors je ne sais pas si c'est faisable ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, en fait, moi, en tant que naturopathe, alors je suis pas trop sur le miel. Alors le miel, c'est très bien, hein, c'est un ingrédient naturel, mais ça reste quand même un produit sucré. Globalement, en fait, je Ouais, reçois beaucoup de personnes qui ont, des problèmes avec le sucre, donc je suis ouais. pas trop à inciter à utiliser le sucre, le miel. Voilà, mais en effet, en fait, le miel, comme un yaourt, sera un corps Ah gras, oui, donc on peut mettre dedans, quoi, OK, du même pain. yaourt alors. OK, c'est bon. Ouais, voilà, ouais. Et Mais bon, pour, voilà, hein, origan, faire attention quoi, hein. Je oui, oui, préfère quand oui, même les gélules, hein. oui, oui, oui. Bah, moi, on m'avait dit même de les badigeonner avec de l'huile essentielle, de l'huile, de genre amande douce ou huile d'olive, Ouais, on peut voilà. mélanger effectivement, avec une huile végétale, c'est possible, hein. OK. Et j'ai une autre question sur l'estragon. Parce que moi, je l'utilisais pendant un temps, pour, les règles douloureuses, Absolument. mais on m'a dit que c'était cancérigène, donc j'ai arrêté. Ça m'a fait peur et Alors, bah, c'est un petit peu le même principe, hein. C'est une huile, qu'on va éviter chez les personnes qui ont des antécédents de cancers, d'accord, hormonodépendants. Alors c'est pas OK. cancérigène, hein, Non, mais ça heu, redéveloppe enfin, ça repousse, quoi. ça peut, voilà. Donc OK, dans le même style, il y a le basilic, qui est aussi antispasmodique, OK, et qui ne pose pas ces problèmes-là parce que la sauge carrée ou la sauge officinale, on aura les mêmes principes, quoi. OK. Mmh. Et le basilic, n'importe lequel? Basilic, oui, basilic n'importe quel, même si donc, dans l'idéal, c'est le basilic, sacré qui sera l'idéal. Mmh. OK, parce que là, j'ai français, dans mes Français, réserves. Je sais pas ouais, si alors de tête, je pourrais pas vous dire. OK, non, moi, je regarderai. Parce que j'ai ça dans mes réserves d'huile essentielle dans le frigo, donc OK. Bon, ben, merci en tout cas. Bah, de rien, avec plaisir, hein. Je vois donc, qu'il y a de nouveau une question, sur, les livres. Alors, moi, j'aime bien, un livre de Françoise Quic-Marinier. C'est un livre aux éditions Terre Vivante. Donc c'est ma bible ou le guide, voilà, le guide de Terre Vivante des huiles essentielles que je trouve très bien fait, très complet,
compliqué, juste ce qu'il faut si on veut approfondir, mais suffisamment accessible. Voilà, donc vraiment, j'ai aussi ma Bible des huiles essentielles de Daniel Festi, qui est the bouquin ultra connu, là aussi, sur les huiles essentielles, mais je le trouve beaucoup moins facile à utiliser. Donc voilà, peut-être celui-là, si vous voulez approfondir la question. Et j'ai encore une question. Oui. Alors, moi, ma Bible, c'est c'est des bouquins du docteur Valnet, mais bon, bref, ça, c'est autre chose. Bon, ça, c'est un bouquin comme un autre. Et alors, moi, ça serait plus pour mes jambes, parce que j'ai des problèmes lymphatiques. J'ai des jambes ultra gonflées. Alors, elles me font pas mal, mais le retour veineux se fait très mal. Est-ce que vous auriez des huiles essentielles à me conseiller? Alors, c'est justement la recette que j'avais indiquée là, avec le cyprès et l'amande poivrée. Ok, parce que j'avais déjà essayé il y a quelques années, mais ça n'avait pas trop marché. Il faudrait que je réessaye. Ouais, voilà. Et alors, avec l'huile végétale de calophylle inophile, D'accord, ok. Bon. qui travaille aussi sur la circulation. Ok, ça marche. Bon, ben merci. De rien. Oui, j'ai une petite question. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si, par exemple, je fais une cure détox du foie avec l'huile de citron, et si je fais une analyse pendant cette cure, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un surplus de toxines justement dans mes analyses? Alors, une analyse, une De prise sang. de sang? Oui, voilà. Un surplus de toxines. En fait, on travaille sur le foie que l'on détoxifie. Alors, les toxines, est-ce que vraiment on va les retrouver dans le sang? Je ne suis pas sûre. Franchement, je ne pense pas. Maintenant, dans le doute, je m'abstiendrai. Je n'ai pas une réponse D'accord. claire et franche sur le sujet. Ok. Bah, merci. De rien. Moi aussi, j'avais une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez de l'huile de chanvre là? Je ne connais pas bien le nom scientifique. Ouais. Ben, en fait, c'est pas une huile essentielle, c'est une huile végétale qui est très riche en oméga 3. C'est très bien. Il faut juste l'acheter de qualité, bio, vierge extra, et la conserver au frigo une fois qu'elle est ouverte, parce que tout ce qui est oméga 3 rancit à la chaleur, s'oxyde à la chaleur. Voilà, mais donc ce n'est pas une huile essentielle. D'accord. Ce serait comme une huile de noix ou de colza, quoi. Non, bah, en fait, je ne parlais pas de cette huile-là. Alors, c'est des Ah. huiles en fait, liées au cannabis. Alors, c'est Le cannabis. CBD. Oui, c'est ça. Ouais, alors là, franchement, on est complètement hors sujet, quoi. En fait, franchement, ce serait un thème à part entière. Je peux difficilement répondre comme ça. Le cannabis thérapeutique, on va dire en 2 mots, mérite vraiment d'être développé, et il l'est, hein, y compris par le corps médical. Mais là, voilà, on rentre vraiment dans un autre sujet. C'est un vrai sujet et ça n'a rien à voir avec le cannabis récréatif, on va dire. Ok. Une toute petite question, Anne-Lise. Par rapport au détox du foie, je pense qu'il est aussi conseillé après un traitement un petit peu lourd en antidouleur, et je pense aussi à une anesthésie générale. Je pense que ça peut être conseillé aussi, non? Ouais, tout à fait. Là, dans ces cas-là, quand on est sur une polymédication, comme on dit, que ce soit dans le cadre d'une antibiothérapie, d'un traitement médicamenteux lourd ou bien d'une anesthésie, on peut faire à la fois le citron et coupler ça à des plantes détoxifiantes du foie comme le radis noir ou l'artichaut. Ouais. Ouais, D'accord. Merci. de rien. Voilà, il n'y a plus de questions. Je pense qu'on arrive du coup à la fin du webinaire. Du coup, merci Anne-Lise pour l'exposé du jour. Du coup, je l'ai dit au démarrage de la conférence, mais du coup, la conférence a été enregistrée et du coup, l'enregistrement sera disponible sur la chaîne YouTube d'HEI Alumni dans les jours à venir, hein, demain, je pense, ou d'ici jeudi. Voilà, il me reste à vous souhaiter à tous une bonne après-midi. Voilà, et puis se mettre aux huiles essentielles. Hein, du coup, moi, je
Je ne les utilise pas jusqu'à présent, mais je vais peut-être essayer. Puis commencer par le citron, ça a l'air du coup d'être ce qu'il y a de plus facile. Donc, si j'ai bien retenu, je crois que c'est Ouais, celle à utiliser bravo. en premier. Voilà, C'est en tout ça. cas, bon après-midi à tous et puis à bientôt. Bon après-midi. À bientôt, bon après-midi à tous.